sur les militaires, sur les diplomates, tout récemment sur les exilés, et d'autres vont suivre et concerneront les universitaires, historiens et géographes, les traducteurs et les traductions, les journalistes, les voyageurs. L'ouvrage que je vous présente ce soir, et dont certains auteurs sont présents, à commencer par Virginie Litsa, mais également Ami Feillardi, Marie-Elisabeth Ducreux, et je ne vois pas tout le monde dans la salle. Cet ouvrage a réuni 23 chercheurs, dont 7 Français, 5 Slovaques, 5 Tchèques, 4 Polonais et 2 Hongrois. Il a été organisé autour de 3 axes: les figures de médiateurs, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, des portraits de groupe, dont les anciens élèves de Dijon, ou plus généralement des deux grandes sections, Dijon et Nîmes. Et troisième section, plus hétéroclite, la diversité des médiations. Le cadre chronologique privilégié a été le XXe siècle, même si 2 textes portent sur les XVIIe et XIXe siècles et montrent que les questions de médiation intra-européennes remontent au temps des marchands, des grands ordres monastiques, et également des échanges universitaires, un beau texte sur Maître Fladelius de Prague, qui montre comment la circulation de ces universitaires se déroulait au début du XVIIe siècle. C'est une affaire ancienne, et puis vous savez tous que certains maîtres de l'université de Prague, par exemple, ont étudié à la Sorbonne à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, alimentant d'ailleurs la fronde hussite. Le monde des écrivains également est un monde propice à la diffusion des représentations et des images depuis, je dirais, XVIIe siècle. Montesquieu qui voyage en Hongrie, dans l'espace hongrois, est bien connu, et ça continue à partir du XVIIe, XVIIIe siècle de façon relativement intensive. C'est la diversité qui est mise en relief dans ce volume, tant dans les profils de médiateurs, du poète tchèque Julius Zeyer, comme traducteur, essentiellement, à l'historien polonais Bronisław Geremek, dont vous connaissez tous le nom. Donc c'est cette diversité qui est mise en relief comme le caractère polymorphe de la médiation. Les groupes divers, familiaux, amicaux, professionnels, les médiations littéraires, la mode. Il y a un très beau texte sur la mode parisienne dans les revues pragoises, que je vous invite à découvrir. Les revues, évidemment, qui sont porteuses de savoir sur les cultures étrangères, les flux de traduction. Là encore, il y a un très beau texte sur les traductions des années 60 en milieu communiste, comment l'introduction aux années 50-60, comment l'introduction du régime communiste modifie les flux de traduction de la littérature française dans l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie. Les institutions culturelles, les institutions sont des acteurs évidemment très importantes de la médiation. Et on voit globalement l'émergence et le poids de certaines sphères dans cette médiation: le monde savant, sous toutes ses formes, l'université, la recherche, la littérature, le monde journalistique, un très beau texte sur un personnage qui est un personnage charnière entre le monde hongrois et le monde français, Raoul Chédar. Le monde diplomatique, évidemment. Les diplomates, d'ailleurs, ne joueront pas seulement un rôle de médiation quand ils sont en poste,
mais par les réseaux qu'ils ont tissés, par leur lien avec le pays dans lequel ils ont été en poste, ils peuvent par la suite jouer un rôle fondamental. On a tous ici, selon nos tropismes nationaux, des noms qui nous viennent en tête de diplomates qui ont été des médiateurs extrêmement importants. Dans ce volume, vous trouverez également des textes synthétiques qui cernent la médiation franco-polonaise. Il y a 3 textes qui portent sur la période qui va entre 1830, évidemment, le grand exil, la grande émigration, comme disent les Polonais, emigracja, qui suit l'écrasement de l'insurrection de 1830 en Pologne, jusqu'en 1939. Vous trouverez également un panorama de la médiation franco-tchécoslovaque de 1918 à 1939. Et chronologiquement, nous allons très loin, puisque le dernier texte, celui de Marie-Elisabeth Ducreux, porte sur le CEFRES et va presque jusqu'à aujourd'hui, depuis la fondation du CEFRES au début des années 90, puisque le CEFRES a été un agent important de la médiation franco-tchécoslovaque, et d'ailleurs avec une médiation qui ne s'exerce pas seulement sur le plan bilatéral, mais également sur le plan multilatéral, et ça continue encore aujourd'hui. Alors, le propos, évidemment, ne pouvait pas être exhaustif, d'abord parce qu'il y aura d'autres volumes qui vont suivre. C'est le tome 1 d'une série qui en comportera 4 ou 5, et il y en a déjà 2 qui sont en préparation. D'une part, et d'autre part, parce que notre propos était surtout d'ouvrir des pistes. Un ouvrage collectif est destiné d'une part à recueillir des connaissances qui sont en train d'être produites, mais aussi de lancer des recherches et de stimuler de jeunes chercheurs qui ensuite vont compléter le tableau. Alors, ce volume aura un frère presque jumeau sur la France et l'Europe médiane, qui inclura sur une base géographique aussi le nord-est de l'Europe, les pays baltes et la Finlande d'un côté, et le sud-est de l'Europe médiane avec la Yougoslavie, la Roumanie et l'Albanie. Voilà pour ces présentations, et maintenant nous attendons vos questions sur les 2 ouvrages que nous avons présentés. Alors, des questions, s'il vous plaît. Bon, je prends pour élargir la première question. En fait, tu as montré donc, l'ouvrage porte sur la formation des Tchécoslovaques par la France à Prague ou en France même. Il y a un aspect de ton livre que tu n'as pas évoqué là, mais qui est aussi que, à travers ces sections tchécoslovaques par exemple, ou à travers le projet d'un pavillon à la cité universitaire, il s'agissait aussi de rendre visible en France la Tchécoslovaquie, ce nouveau pays qui était globalement inconnu, méconnu, difficile à se représenter. Et j'aimerais bien que tu en dises quelques mots éventuellement sur ce thème-là. Merci. Dans le choix, par exemple. Oui, non, je réfléchis parce que la réponse est très très courte. Ça s'est jamais réalisé parce qu'ils n'ont jamais trouvé de l'argent. Donc, point. Mais par contre, tout un questionnement derrière la question porte sur la façon comment la Tchécoslovaquie veut se représenter par le soutien des bourses, par la présence culturelle dans un pays étranger, etc. Et c'est vrai que ça, par contre, ça c'est un sujet qui touche le cœur de la conception tchécoslovaque de ces questions et montre
phénomène qui veut dire que les relations franco-tchécoslovaques ne sont jamais vraiment bilatérales. Autrement dit, si elles sont bilatérales depuis la naissance de la Tchécoslovaquie en tant qu'un pays indépendant, mais les objectifs et les attentes des investissements culturels, si vous voulez, sont différents et diffèrent d'un pays à l'autre, ou de chaque pays. Du point de vue français, l'influence sur les élites par la formation est l'objectif principal. Si on voulait reprendre le mot de la réciprocité ou du bilatéral de ces relations-là, on pourrait dire que les Tchécoslovaques veulent former utilisent l'argent pour la formation, pour former des tchécophones qui ensuite aideront au développement des relations culturelles, quelconques, politiques, économiques, etc. Et ce qui ne s'est jamais finalement réalisé parce qu'il y avait très peu de demandes de ces bourses-là, finalement. Ces médiateurs tchécophones du côté français ne se sont pas présentés en masse, logiquement, parce que ce n'était pas une région représentant tout l'Est de l'Europe, que ce sera le cas de la Russie. Et pour revenir à la question, tout à fait, la Tchécoslovaquie, par le soutien de ces bourses-là, ou du soutien de l'Institut des études slaves, qui n'est pas l'Institut tchécoslovaque, mais l'Institut slave, et du soutien du slavisme en tant que terme de l'entre-deux-guerres, montre aussi la limite de cette coopération, parce que l'Institut des études slaves, très rapidement, va trouver des querelles internes entre les russisants, les tchéquisants, ceux qui veulent faire le polonais, ou le serbe, ou les croates, etc. D'un côté, et de l'autre côté, des spécialistes, ceux qui veulent faire vraiment des études slaves et ceux qui veulent propager ou faire pas propagation, mais mettons aussi la propagation, pas la propagande, mais la propagation des études ou des choses tchécoslovaques. Et pour revenir de nouveau sur le pavillon tchécoslovaque à la cité universitaire, boulevard Jourdan, si je me souviens bien, c'est un endroit particulier et sympathique toujours. Il y en avait une volonté, il y en avait une collecte d'argent parmi les instituteurs tchécoslovaques. Par exemple, on a des lettres qui précisent que telle école de la Tchécoslovaquie a envoyé une telle somme d'argent pour faire construire le pavillon tchécoslovaque. Finalement, ils ont réussi à trouver un fonds d'un équivalent à peu près 1 million de couronnes qui a été utilisé pour la section tchécoslovaque du centre Marcel Berthelot à Paris, et pas pour le pavillon tchécoslovaque parce que la somme était insuffisante à l'époque. Donc finalement, un beau projet que je regrette, qui ne s'est pas réalisé, mais pourquoi, d'un côté, mettons l'argent, de l'autre côté, les freins du point de vue du ministère tchécoslovaque qui part d'un point de vue que les Tchécoslovaques en France doivent se mélanger avec les Français pour apprendre bien le français et pas de rester entre eux, séparés, dans un pavillon tchécoslovaque. Une faute politique, Avez-vous envisagé de faire une étude sur les Tchèques, les Slovaques, mais surtout les Tchèques, représentés aux États-Unis? Vous savez qu'il y a eu une très importante émigration au fin du XIXe siècle, notamment côté Pittsburgh, Cleveland, Chicago, etc. Et au début du siècle 1900, il y avait déjà encouragés par Dvorak d'ailleurs, qui avait en Amérique, très importantes et culturelles, etc., parfaitement adaptées, mais qui gardaient leurs coutumes. Et ils avaient des écoles, ils avaient leurs journaux, ils avaient leur théâtre, etc., comme les Polonais. Et il y a eu un très bon film, je ne sais pas si vous l'avez vu,
un mineur qui cogne avec Bronson, à l'époque il se faisait encore appeler Bronsowski, parce que vous savez qu'il est lituanien. Et il joue un mineur pour gagner de l'argent en plus, il fait de la boxe. Et on voit là toute la vie culturelle et sportive même, au côté de Pittsburgh, que faisaient les Tchèques entre eux, et en invitant les Irlandais, les Anglais, les Suédois, etc. Mais il y avait une très importante vie culturelle, et tout le monde apprenait l'anglais, et on gardait la langue maternelle, et on gardait les journaux qui étaient des fois subventionnés même par les maires, parce qu'ils voulaient, évidemment, c'était électoral. Vous comprenez? Merci. Merci pour la question qui devrait plutôt porter à Jean-Philippe Talon, qui est spécialiste de la migration tchécoslovaque en France entre les deux guerres, exactement cette émigration ouvrière. Et voilà. Par contre, la question que vous posez ouvre tout un champ de l'avenir où à quoi peuvent servir les conclusions de cette approche qui était la mienne. Autrement dit, maintenant, la perspective, c'est en quelque sorte une étude de cas. Ça veut dire la perspective maintenant doit se porter sur la comparaison, une étude comparatiste, comme vous dites, des États-Unis par exemple. Mais de mon point de vue, au moins de l'approche qui est la mienne, ça ne va pas porter dans ce milieu de l'immigration tchécoslovaque, slovaque d'ailleurs, qui est très, très influente et importante, mais ça porterait plutôt sur la comparaison, mettons, de l'influence linguistique, ça veut dire la présence de l'anglais, que ce soit américanophilie, je veux dire, américanophilie comme, si vous voulez, en penchant de la francophilie. Et c'est là où on se rendra compte quelle était justement la place de la francophilie en société tchécoslovaque. Et je dirais, c'est là où on se rendra compte que finalement, on a l'impression, on a peut-être surestimé la place même de la francophilie en Tchécoslovaquie, parce que c'est ce ton critique vis-à-vis à la France après 1918 et le regard tourné vers les États-Unis représentant l'avenir du monde. On le retrouve dans les souvenirs et les mémoires des légionnaires, de ceux soldats tchécoslovaques qui reviennent par le Japon et les États-Unis en Tchécoslovaque. Et quand on regarde et compare la partie qu'ils consacrent à l'Amérique et à la France, on voit qu'en fait qu'ils reviennent avec une vision du monde qui dépasse complètement ce registre traditionnel des relations franco-tchécoslovaques, au moins que la francophilie, c'est une force majeure de la construction de la nation, si vous voulez. Donc, je rajoute ça. Donc, tout à fait, il faut comparer maintenant avec d'autres influences linguistiques et culturelles, que ce soit russophilie également, que ce soit francophobie, et que ce soit la présence ou la francophonie des Allemands de la Tchécoslovaquie, auxquels on ne s'est pas tout à fait intéressé jusqu'à présent. Oui, j'ajouterais ce que vient de dire Yachi, deux choses. D'une part, que la période qu'il a envisagée n'est pas, du point de vue de la question que vous posiez, n'est pas homogène. Il est évident que dans les années 20 règne une francophilie absolue, que d'ailleurs reflète les flux de traduction. C'est absolument impressionnant. On traduit tout dans les années 20. Une pièce paraît à Paris, a un peu de succès, elle est traduite immédiatement, elle est jouée à Prague. Il y a une espèce de rupture qui s'opère à la fin des années 20, au début des années 30, et c'est là qu'on voit apparaître dans le public tchèque un tropisme anglo-saxon, je dirais, ou anglo-américain, et une concurrence. Ma deuxième remarque, c'est que ce qu'on peut étudier pour les relations, en particulier pour l'entre-deux-guerres, pour les relations franco-tchécoslovaques, est très étroitement lié à l'institutionnalisation de ces relations. La manière dont la culture américaine s'exporte est tout à fait différente. Elle n'est pas institutionnalisée. Elle passe par quelques fondations,
beaucoup moins forte. Il n'y a pas de volonté, sauf peut-être dans le cinéma, mais de façon tardive, de volonté de pénétration culturelle. Alors que du côté français, le lien culturel fait partie, est central dans la politique étrangère. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, regardez les budgets du ministère des Affaires étrangères de l'entre-deux-guerres, plus de la moitié de ce budget, et ça continue après-guerre, est consacré au culturel. Parce que tout est intégré. Hein, tout est intégré, on n'a pas de système de fondation, à la différence des Américains. Et le troisième point qu'on pourrait relever à partir de votre propos, c'est effectivement l'importance de cette communauté tchéco-slovaque aux États-Unis, hein, dont il y a beaucoup de discussions sur le nombre réel, mais on avance souvent le chiffre d'1 200 000 avant 1914. Hein. Disons 1914-1918. Entre les deux guerres, il comptait 2 millions, ce qui a dit Forman. Oui, justement. Justement. Donc il y a eu des flux et puis il y a eu des enfants de ceux qui étaient arrivés, effectivement. Donc c'est une communauté extrêmement importante qui a fait l'objet de très nombreuses études aux États-Unis, qui a fait l'objet d'études en Tchécoslovaquie dans des centres consacrés, des centres plutôt d'ethnologie, d'anthropologie. C'est un champ qui est assez bien connu et qui est le pendant et là, si vous ne connaissez pas le travail de Philippe Namon, je vous y renvoie, au très beau livre qui a été publié également par l'Institut d'études slaves sur la colonie tchécoslovaque en France, qui a pris l'ampleur l'entre-deux-guerres, dans le sillage d'ailleurs de l'avenue des Polonais, puisqu'on estime qu'environ 75 000, 80 000 le nombre de Tchécoslovaques qui sont arrivés derrière les 500 000 Polonais qui sont arrivés dans les années 1920. Et c'est vrai que la comparaison entre ces communautés d'Europe centrale, de façon générale, hein, qui arrivent dans d'autres pays européens ou aux États-Unis ou en Argentine ou ailleurs, ces comparaisons sont toujours très très intéressantes à faire parce qu'elles sont révélatrices aussi de l'habitus culturel, du lien à la langue, combien de temps une communauté maintient sa langue, pourquoi le maintien, etc. Ce sont des sujets absolument passionnants. Vous avez parlé vous avez fait un travail d'histoire sociale également. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir de votre part des précisions. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le public des sections françaises du lycée de Prague, du lycée français, comme on disait, et également au niveau des boursiers? Là, je ne parle pas des spécialisations techniques ou médecine, mais plutôt sociologiquement, entre le début des années 20, on va dire, et puis voilà, le milieu des années 30. C'est une question très précise, merci. Le chiffre global de ces boursiers est très petit. Donc on parle de centaines, de dizaines ou de centaines, 3 centaines. Les boursiers tchécoslovaques dans les sections dont je parlais, en tout l'entre-deux-guerres, ils étaient 450 à peu près. Pour les boursiers d'État, c'est à peu près 200 personnes. Pour le lycée français, ça touche un peu plus, c'est 800 personnes à peu près. Donc déjà, c'est quelque chose qui limite une généralisation ou un regard synthétique sur ce sujet. Mais il y a certainement une différence entre le lycée français de Prague et les séjours grâce à une bourse quelconque à l'étranger. Donc il y a certainement une différence entre ceux qui veulent se former en français en Tchécoslovaquie et ceux qui s'en vont pour se former en France. Le lycée français de Prague essaie
peut-être pas surprenant, mais ça peut étonner, est choisi très souvent par les filles, déjà. Ceux qui partent à l'étranger sont surtout les garçons. Donc la section de filles existant à côté de Dijon, à Saint-Germain-en-Laye, a réellement des problèmes de recruter des volontaires, des intéressés de partir. Donc ce qui montre qu'en fait, le pari sur le français était différent pour les garçons qui continuaient ensuite à l'université, et pour les filles qui, en général, en Europe centrale, plutôt conservatrice, restaient au foyer, ce qui sera d'ailleurs une critique répétée par les acteurs politiques franco-tchèques. Pour le lycée de Prague, également, on trouve un nombre assez important des juifs. Donc ça veut dire des germanophones juifs de Prague. Ce milieu-là n'est pas du tout concerné par les bourses, sauf à la fin des années 30 pour des raisons différentes. Donc déjà, le public est différent de deux côtés. Et pour ceux qui utilisent une bourse pour passer une année, deux ou plusieurs en France, on peut quand même, mais c'est plutôt des détails qui nous le permettent, on peut difficilement de nouveau synthétiser. On voit tout au début du projet, il y a un nombre montant de ceux qui veulent partir et financer leur séjour, qui était possible. Donc on voit les fils des directeurs des grandes usines, de Škoda par exemple. Et encore avant la crise des années 30, et ça rejoint tout à fait ça ce que Antoine Marès vient de dire, ça veut dire la première crise de la francophilie ou francophonie arrive autour des années 1928 ou 29, où on voit vraiment descendre le nombre des étudiants restant en France, ce qui est peut-être étonnant si on a l'impression que tout l'entre-deux-guerres est un âge d'or. Et c'est là où on voit que c'est beaucoup plus des fils d'instituteurs, des professeurs de lycée, etc., qui vont être amenés en France. Donc on peut se dire d'un côté, parce que l'information circule dans le secondaire, et de l'autre côté, et on le voit dans les lettres de recommandation, c'est surtout ce milieu-là, donc on peut dire plutôt des intellectuels d'un côté, ou ces milieux d'enseignants qui croient à la formation française comme une échelle éventuelle, une échelle sociale. Je voudrais ajouter une chose qui n'a pas été dite, mais c'est que la relation franco-tchécoslovaque n'est pas un lit rose sur le plan des relations universitaires ou scolaires, parce que vous avez d'un côté une administration tchécoslovaque qui défend ses positions. Vous avez de l'autre côté des acteurs français qui regardent les choses un peu de haut et qui voudraient imposer leur volonté. Donc il y a des tensions. Hein, il y a des tensions entre institutions, entre décideurs, entre les différents acteurs. Et c'est ce que montre très bien Yergin Melitsa dans son beau livre. Pardon, juste, je rajoute un tout petit détail, en plus en tchèque, donc pour ceux qui sont tchécophones. J'ai beaucoup aimé que Antoine Marès disait sur les relations franco-tchèques en général, que c'est en fait une relation d'un couple amoureux qui se marie, qui se divorce, etc. Donc c'est, je pense, pour les relations franco-américaines, ou pardon, tchéco-américaines, à ce point de vue, on n'a pas du tout cet imaginaire de la relation, c'est pas du tout un amour qui est accentué dans ces relations-là. Et il existe un poème en 4 lignes, donc très rapide, qui est apparu, il me semble, autour de 1891, dans une revue tchèque, qui disait Snoubí se česká princezna s galantním rekem z Paříže. Ty čekáš prince z lásky té, čekej jen střední potíže. Bon, peut-être la dernière question. Je disais à Léonore
deux questions. Oui. En réalité, je voudrais bien sûr dire à quel point j'ai été très intéressée par ces deux présentations. Je voulais faire un plaidoyer pour l'histoire du temps présent en suggérant ceci. Vous avez dit, bien sûr, que hélas, beaucoup de témoins avaient disparu. Et je pense que depuis les années 80, les années 90, il y a eu de nouvelles relations franco-tchèques qui se sont tissées. Et j'ai été frappée lors des séjours